Dans l'actualité ce soir, l'otage français retenu en Afghanistan est libre. Dany Aigretot, 32 ans, travaillait pour une organisation humanitaire. Il est en bonne santé. 24 ans après, la science fera peut-être émerger la vérité. L'enquête sur la mort du petit Grégory a été rouverte aujourd'hui par la justice. Compte tenu des progrès de la génétique, des recherches ADN seront entreprises. La prison dès l'âge de 12 ans, ce sera sans doute possible en France. Rachida Dati approuve le rapport Varina remis aujourd'hui. Le détail des mesures, le débat et notre reportage dans un instant. Les élections prud'homales, les bureaux de vote sont maintenant fermés. La participation est en baisse chez les salariés. Résultat ce soir. La descente aux enfers du Zimbabwe, l'épidémie de choléra s'étend. Elle a déjà tué 565 personnes dans la capitale Harare, autrefois prospère. Il n'y a plus d'eau courante. Enfin, le débat se durcit sur la réforme de l'audiovisuel public. Échange houleux à l'Assemblée. Dans ce journal, nous verrons concrètement ce qui va changer dans la grille des programmes à partir du 5 janvier prochain. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord donc, cette bonne nouvelle en Afghanistan. Dany Aigretot, enlevé il y a un mois, a été libéré. Nous ne vous en avons pas beaucoup parlé car les autorités et la famille demandaient la discrétion. Aucune rançon n'aurait été versée. Philippe Rochaud, Nicolas Bertrand. Un soulagement à la chancellerie de Kaboul où l'ambassadeur de France et les représentants de l'ONG Solidarité Laïque viennent d'apprendre la libération de Dany Aigretot. Dany Aigretot, 32 ans, avait été enlevé devant cette boulangerie de Kaboul il y a un mois exactement. Un policier qui a tenté de s'interposer a été abattu froidement. Dany appartient à l'ONG Solidarité Laïque qui travaille en Afghanistan sur des programmes d'éducation. Il a été enlevé le lendemain de son arrivée à Kaboul. Mais aujourd'hui, c'est un homme libre. Dany a été libéré donc après des négociations assez longues avec les ravisseurs. Je précise tout de suite que les ravisseurs ont tenu compte du statut de travailleur humanitaire de Dany et de son état de santé qui faiblissait pour le libérer sans condition et sans rançon. Les ravisseurs avaient fait parvenir cette mise en scène cruelle où l'on voit Dany Aigretot sous la contrainte se plaindre de passer sa détention enchaînée et les yeux bandés sans jamais voir la lumière. Les ravisseurs appartiendraient à un groupe criminel lié à d'anciens chefs de guerre afghans ayant combattu contre l'occupation soviétique. Officiellement, aucune rançon n'a été versée et c'est l'ONG elle-même qui a négocié. En 2 ans, une trentaine d'étrangers ont été enlevés en Afghanistan. Plus de 400 humanitaires travaillent encore à Kaboul. En France, c'est l'une des grandes énigmes criminelles de ces dernières années. L'affaire Grégory va donc connaître un nouvel épisode. Près d'un quart de siècle après la mort du petit garçon, ses parents, Christine et Jean-Marie Villemain, ont obtenu la réouverture de l'enquête. Motif, avec les derniers progrès de la science, il pourrait être possible de trouver des traces d'ADN sur des vêtements, des chaussures ou sur la cordelette qui avait servi à ligoter l'enfant. Dominique Verdaillan, Sylvain Gauthier. Qu'est-ce que vous tenez dans la main? Les cordelettes qui enserraient le cou de l'enfant. Des cordelettes, l'anorak du petit Grégory, ses chaussettes, ses chaussures, une seringue. Ces pièces à conviction incarnent brutalement une affaire criminelle sans fin. 24 ans plus tard, la justice qui n'a pas réussi à faire parler les témoins tente de faire parler l'ADN à la satisfaction des avocats des époux Villemain. Dans la mesure où nous avons des scellés en bon état de conservation, dans la mesure où certains éléments, semble-t-il, n'ont pas été manipulés, n'ont pas été analysés, donc donnés à des experts et donc touchés par les uns et les autres, on peut avoir espoir. En 2000, la justice avait déjà tenté une recherche ADN sur le timbre de la lettre du corbeau. En vain, celui-ci avait été trop manipulé par les enquêteurs. Depuis le 16 octobre 84, la justice cherche désespérément le coupable. Elle suspecta la mère, Christine Villemain, qui bénéficiera d'un non-lieu en 93. Précédemment, le juge avait inculpé le cousin, Bernard Laroche. Depuis 24 ans, la famille se bat pour innocenter Bernard Laroche, assassiné en 85 par Jean-Marie Villemain. Et puis il y a toujours cette... Et si c'était lui? Non, c'est pas lui, il est innocent, la famille n'a rien à craindre. Et donc, elle prêtera tout son concours pour la recherche de la vérité. Nous voulons une réouverture totale, et pas partielle. Ça veut dire quoi? Nous souhaitons qu'il y ait une expertise des voix du corbeau. Aujourd'hui, les progrès scientifiques permettent de déterminer avec certitude si ce n'est pas une voix d'homme. Nous savons, les précédents experts ont dit que ce n'était pas une voix d'homme. L'épanche sur Vologne, aujourd'hui, se désespère de ne pas pouvoir tourner la page. La maison des Villemain a été agrandie, modernisée.
La poste où fut déposée la lettre du corbeau garde son secret. Et rares sont les villageois qui acceptent de parler aux journalistes. C'est un petit peu difficile, même si à 20 ans, c'est vrai qu'on en parle encore beaucoup et c'est vrai que c'est triste, quoi. C'est tout simplement triste, quoi. Si au niveau des ADN, ils arrivent à trouver qui c'est la vraie personne qui a fait ça, là ouais, moi je serais content. Parce que j'étais là le soir quand on a été récupérer l'enfant là. L'épanche devra encore attendre. Les expertises scientifiques ne seront pas connues avant mai 2009. On reste dans le domaine judiciaire avec la remise d'un rapport très attendu. Le mot n'est pas exagéré, le rapport Varinard sur la justice des mineurs. Pourquoi très attendu? Parce qu'il recommande de rendre possible l'incarcération dès l'âge de 12 ans. La question est évidemment très controversée. On va s'y arrêter ce soir avant d'entendre la garde des Sceaux Rachida Dati et les différents points de vue. Voici le détail de ces propositions avec Pierre Monégier et Philippe Jasselin qui nous rappellent aussi quelle est l'ampleur de cette délinquance des plus jeunes. Ce rapport, c'est le fondement de la nouvelle justice des mineurs voulue par Rachida Dati. 70 propositions, parmi lesquelles la responsabilité pénale à 12 ans. Actuellement, il n'y a pas d'âge limite. C'est le juge qui apprécie le degré de discernement d'un jeune délinquant. Autre mesure très polémique, la possibilité d'incarcérer des mineurs à partir non plus de 13 ans, mais de 12 ans. Uniquement en cas de crime, viol ou meurtre, et si toutes les alternatives à la prison ont échoué. La commission Varinard préconise également de créer un tribunal correctionnel pour récidivistes de 16 à 18 ans. Ils pourront être sanctionnés comme des adultes. La délinquance des mineurs est quasiment stable en France, même si les faits sont de plus en plus graves. Quant aux criminels de moins de 13 ans, ils étaient 32 en 2006, soit 1% de l'ensemble. Il y a actuellement 673 détenus de moins de 18 ans dans les prisons françaises. L'ensemble des mesures du rapport Varinard sera repris sous forme d'un projet de loi au printemps prochain. Alors je vous propose maintenant d'écouter le commentaire de la garde des Sceaux, Rachida Dati. En quelques mots, rapidement, vous allez l'entendre, elle approuve cette préconisation de la prison possible à partir de 12 ans. Elle parle de mesures de bon sens. On l'écoute. Alors dire qu'un mineur d'aujourd'hui peut justifier une sanction pénale à partir de 12 ans me semble simplement correspondre au bon sens. Mais je le rappelle, parce que c'est aussi important de le dire, alors sanctionner ne veut pas dire et n'implique pas forcément l'incarcération. La sanction n'est pas forcément la prison. Voilà, la nuance est importante. La prison ne sera évidemment pas automatique, mais elle fait partie des sanctions possibles. Alors, bon sens ou consécration d'une politique de bêtise, comme le dit par exemple le socialiste Jean-Louis Bianco, qui évoque, je cite encore, des effets sociaux désastreux. Voici maintenant les arguments des uns et des autres. Chacun se fera son idée. Prison à 12 ans, le débat, avec Amaury Guibert et Abdel Zouiwesh. Elle est juge des enfants depuis 20 ans. Et a vu la délinquance des mineurs évoluer comme la société. Lui est maire de Montfermeil, une commune de Seine-Saint-Denis particulièrement touchée par la violence des plus jeunes. Mais pour répondre aux actes les plus graves, la prison dès 12 ans est-elle une bonne solution ? Tout le monde peut comprendre que si un jeune, hélas, avait commis un crime, on ne va pas attendre qu'il ait commis un deuxième pour se poser la question. C'est pour le troisième, il faut le soustraire de la société pour éviter qu'il réitère et qu'il récidive. Bon, je pense que c'est du bon sens. Il y a toujours d'autres solutions, des solutions éducatives qui peuvent être recherchées, des solutions qui peuvent permettre de répondre à une véritable difficulté, mais que la prison à 12 ans, c'est de toute façon une mauvaise solution. Car en toile de fond se pose une question de principe. La justice des mineurs sert-elle à éduquer ou à punir ? Il faut toujours répondre en restant dans la logique de l'éducation et en n'oubliant jamais qu'on juge des êtres en devenir, c'est-à-dire des enfants. C'est toujours l'éducatif en premier, mais il y a quand même des faits qui nécessitent des peines, parce que je dirais on ne peut pas rester dans l'impunité par rapport à des faits graves. L'impunité, cela veut-il dire que la justice des mineurs est aujourd'hui laxiste ? Aujourd'hui on a des jeunes qui ont commis, recommis. Aucune sanction. Ils arrivent à l'âge de 18 ans, et alors là ils s'en prennent plein la tronche. Pardonnez-moi le terme, mais c'est plein la tronche. Et le gars il dit, mais pour ce que j'ai fait là, il y a 6 mois ou il y a 1 an, je me prends tout ça. Non, il oublie qu'il traîne un casier long comme ça. Ça c'est désastreux.
Ça détruit un bonhomme. La réalité, c'est que la réponse sociale à l'égard de la délinquance des mineurs est beaucoup plus sévère aujourd'hui que ce qu'elle était il y a quelques années. Le taux de poursuite concernant les mineurs dans un gros tribunal de région parisienne, c'est 95%, alors qu'à l'égard d'un majeur, le taux de poursuite est de 80%. Plus de poursuites et un constat, le recours à la prison est moins fréquent. Le nombre de mineurs derrière les barreaux a chuté de 20% en 7 ans. Les peines alternatives sont aujourd'hui privilégiées. Voilà pour ces arguments. Un dernier élément d'appréciation. Nous avons voulu savoir comment était rendue cette justice des mineurs. L'une de nos équipes, emmenée par Aurélia Guillemin et Frédéric Capron, a pu assister à une audition au tribunal pour enfants de Senlis. Commentaire Olivier Caroff. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. À quelques mois près, il serait passé en correctionnel. Mais les faits qui lui sont reprochés ont été commis à l'âge de 17 ans. C'est le tribunal pour enfants qui le juge pour violence sur sa petite amie de l'époque. Et là, elle va indiquer que les coups vont de nouveau pleuvoir. Vous allez la frapper dans les jambes, sur le haut du corps. Elle va préciser que vous allez la traîner par les cheveux pour redescendre un étage. Seule la juge pour enfants est une magistrate professionnelle. À ses côtés, 2 représentants de la société civile. Un vrai tribunal où ce jeune délinquant, déjà condamné à plusieurs reprises, y compris à de la prison, sait qu'il risque gros. J'étais énervé, je cassais tout et tout. Et voilà, j'arrivais pas à me contrôler en fait. Et je sais pas, je me souviens que quelques moments, des flashs. En fait. Et voilà. Les faits sont tristement simples, le parcours beaucoup moins. Le tribunal y consacre une bonne partie de l'audience. Depuis la 6e, votre comportement scolaire pose beaucoup de problèmes et que les problèmes vont culminer en 4e. Et c'est en 4e que vous avez arrêté l'école. On nous dit que c'est un petit psychopathe. Ce sont chez lui les troubles caractériels qu'il domine. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Bah, c'est un professionnel. Je ne vais pas le contredire. Pardon ? Je ne vais pas le contredire. Présent dans la salle, son éducateur et sa mère l'assurent. Inutile de le renvoyer en prison. Cette fois, il a compris. Il a été amené à aller en prison. Ça m'a fait mal, mais je pense que je me suis dit quelque part, avec ça, il va comprendre. Et je me sentais peut-être en sécurité, sachant qu'il ne traînait plus dehors. Et puis bon, il retournait à l'école, il était encadré, il était écouté, ce qu'il n'avait pas forcément à la maison. Quelquefois ça peut être pédagogique, mais il ne faut pas que ça soit une solution, et la seule solution. Donc même délinquant soit-il, c'est des jeunes qui ont besoin d'être aidés. Et vous avez l'illustration aujourd'hui, il faut du temps. Le tribunal a délibéré. Le jeune homme ne retournera pas en prison. Il a déjà fait plus de 3 mois de détention provisoire. Cela couvrira sa peine. Juger l'individu, pas seulement l'acte. Le juge des enfants y tient plus que tout. Avec mise à l'épreuve pendant 3 ans. Vous êtes malade, votre médecin traite vos symptômes, mais tant qu'il n'a pas traité les causes de votre maladie, vous n'êtes pas guéri. Et je crois qu'il faut aussi peut-être s'interroger sur les causes de la délinquance des mineurs dans notre société. Donc il faut des réponses pour traiter cette délinquance, mais il faut aussi peut-être un peu plus en amont s'interroger sur la façon dont notre société protège nos enfants. Remède radical ou médecine douce? Pour la délinquance des mineurs, tout serait finalement question de dosage. Voilà donc pour ce rapport, rappelons-le, il pourrait faire l'objet d'un projet de loi sur la justice des mineurs à la fin du printemps prochain. 2 mots encore de l'actualité judiciaire. D'abord, sachez que l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, Marc Cécilion, a été condamné en appel à 14 ans de prison par la cour d'assises du Gard pour avoir tué son épouse il y a 4 ans. En première instance, il avait été condamné à 20 ans de prison. Et puis c'est aujourd'hui que se déroulait à Madrid le procès d'un supporter marseillais accusé d'avoir jeté une chaise sur un policier espagnol lors du match de Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et l'OM. Santos Miraciera, c'est son nom, nie les faits. L'audience a duré 5 heures. Le procureur n'a pas demandé de peine spécifique. La date du jugement n'a pas été précisée. Ce sera sans doute dans les 48 heures. Dans l'actualité également, les élections prud'homales. On devrait connaître les résultats dans quelques heures. C'est un test important pour les syndicats. La participation semblait ce soir légèrement en baisse. Voici très précisément à quoi servent les conseillers des prud'hommes. Yves Junca, Dominique Bonnet. C'est une institution unique en Europe. 14 512 conseillers prud'homaux répartis en 210 conseils.
Ces magistrats élus sont des professionnels de l'entreprise, actifs ou retraités. Ils jugent les conflits du monde du travail, par exemple les licenciements abusifs ou les cas de harcèlement moral. Le tribunal se compose de 2 représentants des salariés et de 2 représentants du patronat. En cas de désaccord, les conseillers ont recours à un juge professionnel. L'an dernier, ces tribunaux ont examiné 193 000 affaires. 50% sont liés à des ruptures de contrat de travail, 40% à des contestations de rémunération. Près de la moitié de ces affaires se règlent finalement à l'amiable, mais quand un jugement est prononcé, il est souvent favorable aux salariés, au moins 3 fois sur 4. Enfin, en cas de dépôt de plainte, il faut attendre 13 mois en moyenne pour obtenir un jugement. On en vient maintenant à la réforme de l'audiovisuel public. On en a longuement parlé la semaine dernière. C'est tout le secteur qui est bouleversé. Eh bien, le ton s'est nettement durci à l'Assemblée nationale ces dernières heures. Thierry Curtet, Pascal Tribault. 2 jours, 2 nuits, après 30 heures de débat, seulement 5 articles sur 56 ont été examinés. L'opposition utilise le seul moyen que lui permet le règlement de l'Assemblée pour s'opposer au texte sur l'audiovisuel, faire traîner les débats. Vous nous imposez l'urgence dans le débat, c'est parce que le président de la République a voulu faire un coup politicien et servir ses copains que nous résistons. Face à une opposition combative et organisée, le gouvernement, à mots couverts, explique qu'il pourrait couper court à la discussion. Le gouvernement a un large choix. Et dans ce large choix, il va avoir une capacité d'imagination dans les 48 heures qui viennent qui vont faire l'émerveillement de l'opposition. Derrière l'humour, le message du ministre a été décodé comme une menace par l'opposition. Que vous êtes en train de préparer les esprits à un passage en force du gouvernement sur ce texte. Pas acceptable que le gouvernement menace, envisage tout simplement d'utiliser l'article 49.3. Alors, c'est trop grave, Madame la Présidente. Je demande que le Premier ministre vienne s'expliquer ici devant nous pour nous dire si vraiment le gouvernement a l'intention de le faire. Le Premier ministre n'a pour l'heure pas répondu à l'opposition qui continue de faire monter la pression. Il reste 50 articles à discuter en 2 jours et demi. La réforme, rappelons-le, prévoit la fin de la publicité après 20 heures. Elle doit entrer en vigueur dès le 5 janvier prochain, c'est-à-dire dans un mois, presque jour pour jour. Cela entraînera des changements dans les horaires, dans les grilles de programme. Ils viennent d'être annoncés et détaillés par la présidence de France Télévisions. Voici le programme avec Nicolas Lemarinier. À partir du 5 janvier, on remet les pendules à l'heure sur les chaînes du groupe France Télévisions. La soirée commencera désormais à 20h35. Là où on va, c'est une expédition à 4000 mètres d'altitude. Magazines d'information, fiction, documentaires comme l'assassinat d'Henri IV débuteront plus tôt. J'ai échappé à 12 tentatives d'assassinat en 15 ans. Conséquence, la deuxième partie de soirée démarrera dès 22h15, 22h30. Sur France 3, Soir 3 sera programmé chaque jour à 22h30 avant de laisser la place à l'émission culturelle de Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais, dès 23h. Avec France Télévisions, pas besoin d'être noctambule pour profiter de la 3e partie de soirée. Elle commencera dès 23h30. À cette heure-là, France 2 va ressusciter le Ciné-Club une fois par semaine. Bref, des programmes de soirée plus riches et variés, une télévision indépendante, selon Patrick de Carolis. Pas question de céder aux pressions des chaînes privées. On voit bien le lobbying, parfois, je dirais, vraiment choquant de la part de nos concurrents, indécent de la part de nos concurrents, qui, s'ils pouvaient vraiment nous mettre un pied par-dessus et écraser comme on écrase une cigarette. Nos 5 chaînes sont mobilisées pour le 5 janvier. Sur France Télévisions en 2009, vous aurez encore plus de choix. Il est 20h17, à suivre le Zimbabwe dans l'abîme. Dans ce pays autrefois prospère, l'épidémie de choléra s'étend, on compte déjà 565 morts. Curiosité ou modèle, à l'occasion du sommet de Poznan, nous ferons la découverte du village modèle de développement durable en Bretagne. Maisons en bois ou en paille, éoliennes et recyclage. Et puis, haro sur l'envahisseur. Le sanglier s'adapte à l'homme et se rapproche des villes, jusque dans les jardins ou les cages d'escalier. Reportage dans un instant. Mais d'abord, des nouvelles de la Thaïlande. Au lendemain du règlement politique, le blocus des aéroports de Bangkok a été levé après 8 jours de siège. Les manifestants qui soutiennent le roi sont rentrés chez eux. Le Parlement votera lundi prochain pour désigner un nouveau Premier ministre. Sachez qu'un avion français, un premier avion, a ramené à Paris quelques 500 touristes.
Et on en vient à la descente aux enfers d'un pays tout entier. Il y avait la dictature, puis la famine, le Zimbabwe est maintenant confronté au retour du choléra. Et contrairement aux affirmations rassurantes du régime il y a quelques jours, l'épidémie échappe à tout contrôle. Elle a déjà fait près de 600 morts. Bernard Lebrun. Scène d'émeute dans les rues de la capitale du Zimbabwe. Un pays fermé de 12 millions d'habitants et au bord du gouffre. La scène se déroule lundi, à l'origine de cette panique des soldats impayés. Dans ce pays où l'hyperinflation dépasse 231 millions %. L'argent ne vaut plus rien. Tel ce billet de 100 milliards de dollars zimbabwéens. Alors ces soldats, qui n'ont pas perçu leur solde, ont lancé une razzia. Attaque d'une passante pour lui voler son sac à main, attaque d'automobilistes et pillage de boutiques. Mais il y a pire. Harare, véritable ville poubelle à ciel ouvert où eau potable et eau usée se mélangent, est gravement touchée par une épidémie de choléra venue des eaux sales. 12 000 cas recensés, plus de 565 morts en 4 mois. À la Croix-Rouge, on n'attend qu'une chose, l'aide internationale. Nous attendons 10 à 15 tonnes de médicaments pour demain, juste pour tenter de régler le problème qui est entre nos mains. Mise en cause, le régime politique quasi dictatorial de cet homme, Robert Mugabe, 84 ans, 28 ans de pouvoir sans partage, qui refuse toujours de gouverner avec l'opposition, qui a pourtant gagné les élections. Résultat, c'est l'exil. Taux de chômage du Zimbabwe, plus de 80%. Et ses habitants de se ruer à la frontière du riche pays voisin sud-africain. Ils ont pris la route, la faim au ventre, avec leurs enfants malades, atteints du choléra. Épidémie du Moyen-Âge en Europe, qui provoque fièvre et dysenterie mortelle. Le Zimbabwe, pays riche d'hier, s'enfonce dans la misère. En bref, encore à l'étranger, les années passent au Proche-Orient et la colonisation israélienne se poursuit dans les territoires palestiniens. Près de Hébron, l'armée israélienne a le plus grand mal à faire exécuter les ordres d'expulsion. Les colons, parfois cagoulés, vous l'avez vu, s'opposent directement aux militaires. Ils se sont aussi retournés contre des maisons palestiniennes et un cimetière musulman. Retour en France avec les conséquences inattendues de la crise, notamment dans l'immobilier. Un chiffre d'abord, donné hier à l'occasion d'une réunion de la Fédération des promoteurs constructeurs. Le nombre de mises en chantier de logements neufs est en train de chuter de 435 000 en 2007. Ces mises en chantier sont passées à 375 000 prévues cette année et les professionnels tablent sur une nouvelle baisse à 330 000 pour l'année prochaine. Dans ce contexte, une pratique très ancienne est remise au goût du jour. Il s'agit du viager. C'est un micro-marché, mais il a le vent en poupe, car il permet notamment aux personnes âgées de compenser une retraite souvent maigre. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Sophie Mézel et Frédéric Capron. Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, Dany Lancelet a rendez-vous avec un agent immobilier. 78 mètres carrés en région parisienne, avec vue sur les espaces verts. Elle aimerait bien vendre, pourtant pas question pour elle de quitter son appartement. Cette femme a trouvé la parade, elle veut vendre en viager. Et à seulement 60 ans, l'évocation de sa propre mort se fait sans tabou, même si ce n'est pas tout à fait le cas pour son entourage. C'est comme de faire son testament, on a l'impression que ça va vous faire décéder plus vite. Bon, ben c'est un peu la même chose, la réaction est un peu la même. Les gens ont peur, oui, mais vous vous rendez compte, les gens quand ils vont acheter mon affaire en viager, ils vont venir me voir, ils vont regarder ma santé, ils vont me demander ma température. Je dis non, peut-être pas jusqu'à là quand même. Mais bon, c'est un peu ça, quoi, c'est vrai. Donc ça fait peur à certaines personnes. Depuis des années, le viager n'avait plus la cote. Il a souffert d'une anecdote célèbre et cocasse. Jeanne Calment avait vendu son appartement en viager à 90 ans à un notaire. Elle mourut 32 ans plus tard, bien après l'acquéreur. Mais aujourd'hui, avec l'allongement de la vie et la faiblesse des retraites, le viager devient un produit de crise. On vend son bien de son vivant pour bénéficier d'un capital et d'une rente. Le plus souvent, les vendeurs n'ont pas d'héritier direct, mais avoir des enfants n'est pas un frein. Est-ce qu'on a besoin de l'autorisation des enfants? Du tout. On a le droit de déshériter ses enfants? C'est un bien qui vous appartient. Vous faites ce que vous voulez. C'est dans l'inconscient des gens, ça. Le fait de devoir laisser quelque chose derrière soi. Pour estimer les biens, ce petit fascicule bourré de statistiques. Il tient compte de l'âge du vendeur et de son espérance de vie, suivant que c'est un homme, une femme, qu'il vit seul ou en couple. Vous me suivez? Cet homme vient d'acheter un viager au cœur de Paris. Il nous emmène le visiter.
Bonjour. 13 mètres carrés pour lesquels il a payé une première somme de 5 000 € à la signature et verse 380 € de rente chaque mois. C'est le 4e viager qu'il acquiert. Pour lui, il s'agit de placements sur le long terme. Si je le récupère rapidement, c'est un plus, tout simplement. Mais en achetant plusieurs, justement, je répartis les risques. Je minimise les chances d'avoir une gêne calmant. Et là, il y a une fuite. La vente viagère va également soulager cet homme de 72 ans aux revenus modestes des charges de copropriété ainsi que des travaux de ravalement. C'est comme si vous étiez locataire, mais au lieu de payer un loyer, c'est moi qui vous le paye. Juste après la signature, l'homme qui vit ici depuis 35 ans a eu un petit coup de mou. C'était comme s'il n'était plus chez lui. Je sautais une seconde et puis je me suis dit, c'est bien. Comme ça, tu as passé une barrière, tu n'es plus propriétaire. Et le viager aujourd'hui, il le voit avant tout comme un petit coup de pouce pour améliorer son quotidien. À propos de crise, cette petite révolution en Grande-Bretagne pour la reine Elisabeth II qui prononçait aujourd'hui le traditionnel discours du trône, c'est sans doute pour donner l'exemple. Elle est apparue récemment avec le même manteau que lors d'une cérémonie il y a 3 ans. L'heure est donc à la rigueur, tous les journaux britanniques en parlent. On apprend aussi que son époux, le duc d'Édimbourg, a fait réajuster un pantalon datant de 1957. Il n'y a pas de petites économies. Nicolas Sarkozy en visite à Compiègne sur le thème de la grande pauvreté. Le président de la République s'est notamment rendu dans une banque alimentaire et une épicerie sociale. Il annonce une hausse des pensions de réversion pour les veuves les plus modestes et 160 millions d'euros pour l'amélioration des centres d'hébergement. À Reims et en région parisienne, nos envoyés spéciaux Aurélia Brault et Thomas Donzel sont allés à la rencontre de ceux qui se présentent dans ces centres d'alimentation ou d'hébergement. Voici leur reportage. 3 heures avant l'ouverture, ils sont déjà là. Chaque matin, une centaine de familles vient chercher à manger ici. Nous sommes à Reims, dans un centre de l'entraide protestante. Du chipolata? Ok, c'est bon? Et j'aimerais bien aussi que ma mère, elle mange. Ah bah ça, c'est autre chose. Est-ce que tu trouves qu'elle mange pas assez? Non, elle mange même pas. Elle trouve qu'elle est grosse. Non, c'est que je vous laisse à manger, c'est tout. Regarde maman quand elle fait à manger. Le repas, il reste combien de temps? Déjà là, tu as un repas ce soir, il n'y en a plus. Pour le lendemain. Là, je vais faire de la soupe avec, ça va durer 2 jours. Après, il n'y en a plus. Les femmes seules, avec enfants, dans les centres d'aide alimentaire, ce sont elles les plus nombreuses. Nous sommes ici à Argenteuil, aux portes de Paris. C'est vraiment à 1 euro près, hein. Le moindre centime près même. Quand mes enfants ont besoin de quelque chose, on est obligé d'attendre quand mes allocations familiales arrivent, en espérant pouvoir acheter ce qu'elles ont besoin. Et pourtant, elles ne demandent pas grand-chose. Quand on vient là, on n'a pas très envie de se montrer. Nadia a 34 ans, 2 jeunes enfants. Cela fait plusieurs semaines qu'elle repart avec un colis de nourriture. Ça ne suffit pas pour la semaine, mais ce n'est pas son seul problème. Nadia n'a plus de logement, pas de travail. Quand elle n'a nulle part où aller, elle dort dans sa voiture avec ses 2 enfants. Elle dormait avec moi dans la voiture. Je pousse le coussin, je le mets là, au milieu. Et moi, je le mets dans là, ce côté-là. Ils sont petits, vos enfants? Oui. Et le premier, il a 2 ans et demi, et l'autre, il a 1 an. Le nombre de bénéficiaires des banques alimentaires ne cesse d'augmenter. Cette année, 800 000 personnes y ont déjà eu recours. Ce n'est pas encore l'hiver, mais la neige est encore tombée un peu partout cette nuit en France. Image de Corrèze, 10 cm de neige qui ont provoqué des ralentissements sur l'autoroute A89 entre Bordeaux et Clermont-Ferrand. Et également en Meurthe-et-Moselle, au niveau de Longwy, la circulation des poids lourds, on l'a vu, a été stoppée sur l'A30 jusqu'en Belgique. La suite du sommet de Poznan sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tous les soirs, nous vous présentons une expérience. Alors on parle souvent de l'industrie et des transports, mais l'un des principaux secteurs qui consomment de l'énergie, c'est le logement, nos maisons et appartements. Voici le village français qu'on présente comme le futur modèle de développement durable. Maison en bois ou en paille, éolienne, recyclage. C'est peut-être la maison de demain. Dans le Morbihan, reportage Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Ici, il y aura l'entrée. L'été prochain, Michel Pincivi espère emménager dans sa nouvelle maison en bois. Une habitation bioclimatique. Pas de fenêtre au nord,
Une isolation réalisée à partir de panneaux en matériaux de récupération et surtout une dalle qui accumulera la chaleur du soleil et fera du coup économiser sur le chauffage. L'accumulation en fait dans la dalle va se faire surtout l'été et la chaleur est restituée en fait au niveau de la dalle petit à petit. C'est l'une des 15 maisons de ce hameau écologique niché en centre-Bretagne. Ici, les parpaings et le béton sont interdits. À la place, de la paille, des briques isolantes ou du bois. Prix moyen des constructions, 120 000 € et même 75 000 pour ce logement de 100 mètres carrés. Un coût parfois inférieur à celui des maisons classiques grâce à quelques astuces. Par exemple en achetant des matériaux en commun ou bien en faisant appel aux mêmes artisans. Voilà, c'est la crise en ce moment, donc forcément les gens ils se posent peut-être les bonnes questions maintenant, donc c'est mieux pour nous, c'est mieux pour la planète, voilà, c'est que du positif quoi. La commune a aussi fait un gros effort en vendant le terrain pour un prix symbolique, 12 € le mètre carré, et en finançant des cuves de récupération d'eau de pluie. Le pari, rendre accessible des maisons écolos pour des familles à revenus modestes. Le développement durable, ça suppose de prendre en compte aussi la dimension sociale. Et effectivement, c'est bien les gens à revenus modestes qui vont ensuite économiser également sur le fonctionnement de leur maison, qui devraient d'abord bénéficier de cette logique avant d'être un phénomène de mode pour des bobos ou je ne sais qui d'autre. Un hameau où il n'y a pas de petites économies, pas de fosses septiques coûteuses, mais un traitement des eaux usées par lagunage et des moutons pour entretenir les espaces verts. L'environnement encore, avec la modification de l'habitat, le sanglier s'adapte de plus en plus à l'homme. Il se rapproche des villes, souvent pour se nourrir, il n'est plus effrayé, au point que des battues sont souvent organisées. À Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, Yvan Macot, Mathieu Régnier. Une battue en forêt, à première vue, rien d'étonnant. Mais ici, les chasseurs sont des professionnels de l'Office national des forêts. Leur cible du jour, le sanglier. Les tirs sont à moins de 100 mètres des habitations et ici, ça n'a l'air d'étonner personne. On a croisé une fois des sangliers sur la route principale. C'était vers 8 h du soir et 3 sangliers traversaient la route. Il faut interroger les habitants, ils vous le diront, leurs poubelles elles sont renversées par des sangliers. Ça arrive. Ah, là, ça arrive, c'est même tous les jours. Toutes les nuits à cette époque-là surtout. C'est une forêt qui habituellement n'est pas chassée parce qu'elle est trop près des villes et il y a tellement de fréquentation du public qu'on ne peut pas la louer à des chasseurs. Résultat, dans cette forêt d'Île-de-France, les sangliers seraient aujourd'hui plus de 700. Ils doivent donc agrandir leur territoire, quitte à se rapprocher des hommes. Le sanglier s'adapte, il est très opportuniste, donc il s'adapte partout. Vous pouvez passer à 1 mètre de lui, il ne bougera pas ici en forêt Saint-Germain. Par contre, si vous allez sur Verdun, Reims ou autre, si jamais vous claquez une portière, à 500 mètres à la ronde, il n'y a plus un sanglier. Et voici les dégâts que ces animaux peuvent causer. Des jardins dévastés, des pelouses retournées, ici à quelques mètres seulement d'un centre hospitalier. Des accidents de la route aussi. Le sanglier est responsable de la plupart des 30 000 collisions avec un animal sauvage chaque année, et pas seulement la nuit. Le comportement de l'animal va s'habituer de plus en plus à la présence de l'homme. On aura des sangliers dans la journée beaucoup moins craintifs qu'ils ne l'étaient habituellement. Mais attention, ces chasses sont strictement encadrées. Le but est de réduire cette population, pas de la déloger. Même près des villes, la forêt doit garder son côté sauvage. De l'opéra maintenant, avec ce qui est considéré souvent comme un chef-d'œuvre de la musique baroque. Didon et Aîné de Purcell est joué en ce moment à l'Opéra Comique à Paris. Christophe Hérault, Sylvain Dobat. Dans quelques minutes, Didon va mourir. C'est la fin tragique d'une femme abandonnée et la fin d'un opéra de poche, un opéra de 1h15. 2 heures auparavant, les couloirs du théâtre sont vides. Quelques vocalises, quelques ombres et une silhouette, Jérôme Deschamps, directeur du théâtre. Pour une définition de l'opéra comique. L'opéra comique, c'est à la fois chic, on pourrait dire. C'est à la fois une maison majestueuse, parce qu'il y a un passé extraordinaire, et en même temps, c'est simple. C'est aussi avec simplicité que se résument les qualités de cette œuvre.
sérieux et c'est la musique la musique est belle et c'est un opéra assez court, je trouve ça bien aussi. Simplicité toujours, William Christie, qui dirige l'orchestre, aime passionnément Aîné et Didot. Beaucoup, oui, effectivement. Puisque c'est une œuvre qui m'accompagne depuis mon enfance, puisque c'est un chef-d'œuvre, puisque je prends beaucoup de plaisir en le dirigeant et en le jouant. Un peu plus d'une heure d'un opéra de Purcell, un peu plus d'une heure de chef-d'œuvre, où la simplicité élevée au rang de la beauté. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. 24 ans après, la science fera peut-être émerger la vérité. L'enquête sur la mort du petit Grégory a été rouverte aujourd'hui par la justice. Compte tenu des progrès de la génétique, des recherches ADN seront entreprises. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Laurent Romeshko, 20h50. La suite et la fin de votre série, de votre saga Clara Scheller avec Zoé Félix. Et à 22h50, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro des Infiltrés. Ce soir, les secrets de la presse People. Très bonne soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.